Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, Joseph Facal, tu te demandes si on aime vraiment la culture québécoise. Pourquoi? Richard, j'aime les petites histoires qui contiennent d'autres histoires en elles-mêmes, comme les poupées russes. J'aurais envie, si tu veux, d'intituler notre petite jasette « C'est comme ça qu'on tue la culture d'ici », en fermant une petite salle après l'autre. Je fais ici référence, évidemment, à ce que toi et moi, dans notre jeunesse, appelions le théâtre et variétés, où se produisait Gilles Latulippe et qui maintenant s'appelle la salle La Tulipe, sur la rue Papineau, et qui viennent fermer. Est-elle fermée temporairement ou définitivement? On ne le sait pas, mais la saga illustre en fait le peu de cas qu'on fait de la culture au Québec, ainsi que toutes sortes d'autres dérapages dont tu as souvent parlé, comme celui de la bureaucratie anonyme et niaiseuse. Avant toute chose, l'administration Plante reconnaît la bévue administrative, dit vouloir agir pour sauver, donc donnons la chance aux coureurs, d'accord, bien que à chaque fois que l'administration Plante dit on fera mieux la prochaine fois, c'est un gros acte de foi qu'elle nous demande. Mais bon, donnons tout de même la chance aux coureurs. Essentiellement, qu'est-ce qui se passe? Un jugement de la Cour supérieure, confirmé par la Cour d'appel, donne raison aux plaignants. Le seul et unique plaignant dans cette affaire-là, le voisin, qui se plaignait du bruit excessif. Et ce dernier invoque un règlement de la ville selon lequel, dans une salle de spectacle, il ne faut pas qu'il y ait de bruit audible à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux adjacents, mitoyens, ceux qui sont collés. Or, c'est ça l'affaire. C'est que le voisin qui s'est plaint et qui a eu gain de cause habite le local contigu, mais il habite parce qu'il y a eu une erreur administrative. Et je m'explique, juste à côté, il y a un entrepôt, donc zoné commercial. Et le monsieur en question, lui qui habitait l'autre logement, a demandé un changement de zonage pour transformer l'entrepôt en loft où il s'est installé. Alors évidemment, se trouvant à côté, avec un mur mitoyen, la salle de spectacle, bien évidemment, il entendait du bruit, ça le dérangeait, il a porté plainte, puis il a gagné, puis la salle est fermée. Alors là, écoute, Richard, moi, tu sais, je me dis, t'es en ville, t'es pas à la campagne, t'acceptes un certain degré de bruit quand t'es à proximité d'une salle de spectacle, et là, évidemment, dans la foulée, on apprend que toutes sortes d'autres petites salles de spectacle ont fermé leurs portes. Et Joseph, et c'était tous des salles underground. Exact. Et là, c'est ça qui m'énerve là-dedans. C'est que quand t'es jeune, maintenant, moi, je sors souvent voir des spectacles, mais je suis establishment, OK? Je vais à la Place des Arts, au Saint-Denis, au TNM, au Rideau Vert, c'est ça. Mais quand j'étais jeune, j'allais dans des bars underground avec des bands absolument pas connus. J'allais dans des bars clandestins qui ouvraient à 3 heures du matin, puis tout ça. C'est ça, la jeunesse, quand t'as 20 ans, dans une culture émergente qui est pas connue des gens plus vieux. Alors, on protège beaucoup la culture officielle, hein? La culture de la disque, la culture des Gémeaux, tout ça, mais on est extrêmement sévère envers cette culture émergente qui va être la culture officielle de demain, Joseph, puis d'après-demain. Et c'est ça qui me fait suer là-dedans. Richard, est-ce que... Regarde, moi, j'ai fait mon bac à l'UQAM au début des années 80. Comme je n'étais pas un élève particulièrement appliqué, j'attendais les 2 dernières semaines de la session pour, comme on dit, clencher mes travaux de session. Puis je m'installais au bistrot à Jojo,
où il y avait sur Saint-Denis, à l'époque où Saint-Denis était une rue tripante, puis où il y avait des bandes, et là, on prenait des wake-up, qui étaient des petits comprimés de caféine, pour toffer la nuit et faire tous nos travaux de session. Ben oui, ça faisait du bruit. Et ça t'est sûrement déjà arrivé avec Sophie. Tu vas à l'étranger, dans une ville, tu loues un hôtel ou un Airbnb qui a l'air le fun, puis coudon, ça se trouve que c'est à côté d'un bar, puis c'est bruyant, puis il y a des jeunes, ben tu vis avec. Tu vis avec, et c'est de même qu'on tue la culture. Et quand je te dis, Richard, poupée russe, une dans l'autre, tu sais, oui, tu as raison de dire qu'on protège la grande culture, la culture installée, la culture de papy, comme toi pis moi. Mais même là, Richard, je sais pas si tu as lu comme moi, ça m'a frappé l'excellent article de Marie-France Bazot, mon ancienne complice à Télé-Québec, dans la presse, où elle disait « Il se fait de l'excellente télé au Québec ». Mais, disait-elle, c'est une télé aussi pour les 55 ans et plus. Et pendant les prix des Gémeaux, l'animateur Pierre Yvelard disait « Mes propres enfants s'intéressent pas à la culture québécoise. » Autrement dit, oui, les petites salles vivent ces petites guérillas juridiques, on leur mène la vie dure, mais même la culture plus mainstream au Québec, elle se porte pas si bien que ça, Richard. Et une petite nation comme la nôtre, nous, on ne peut pas se permettre d'être négligent à la matière. Mais on n'a pas la solidité des Américains ou des Allemands. Notre culture, elle est fragile. Mais c'est vrai que c'est une culture... C'est vrai, c'est une culture des 55 ans et plus. Oui, écoute, absolument. Une émission comme Les Francs-Tireurs, que j'ai co-animée pendant 23 ans, ne serait plus possible aujourd'hui. Qui était une émission qui donnait des coups de pied, là, qui était dans la cabane. Là, c'était différent. Ce serait plus possible aujourd'hui parce que c'est pas assez politically correct. Et écoute, je suis en train, il y a un film qui va sortir bientôt. Pour faire une longue histoire courte, sur les débuts de Saturday Night Live. Okay? Sur le premier épisode de Saturday Night Live, il y a un film qui sort bientôt. Et je me suis replongé dans un livre sur les débuts de Saturday Night Live, qui est maintenant rendu un establishment. Mais à l'époque, il n'y a rien qui se faisait comme ça à la télévision. Rien! Ils sont allés chercher des gens là, que personne connaissait, un show live avec des musiciens pas connus, un peu underground, tout ça, avec un humour un peu tordu. Ils ont réussi à avoir quand même une grille horaire intéressante, là, à 11h30 le samedi soir. Et ça a changé la culture. Et aujourd'hui, qui prendrait ces chances-là? Qui miserait sur des jeunes pas connus qui arrivent avec quelque chose un peu sale, un peu... C'est ça qu'on n'aime pas aussi là, dans La Tulipe ou dans le Radio Lounge ou dans le Divan Orange. C'est des gens un peu bizarres qui se tiennent là. Puis non seulement ils font du bruit, mais ils sont habillés bizarres. Ils ont des coupes de cheveux bizarres, tout ça. Il y a ça aussi, là. Oui, Richard, tu dis qui prendrait une chance? Je te relance. Qui, dans le système scolaire, mettons, montréalais, quel prof prendrait le risque, n'est-ce pas, de proposer une œuvre québécoise à sa classe issue de la diversité? Ben non, on sait bien, notre culture, elle est folklorique, elle est ringarde, et ce serait montrer ta fermeture à la diversité. Mais pendant ce temps-là, ah ben là, écoute, décaisser 6,5 millions pour les Kings, ça, il n'y a pas de problème. Décaisser 6,5 millions pour un tournoi de golf, comme si la PGA avait besoin des impôts et taxes de Richard Martineau. Sacrifice! non, ris pas, c'est pas drôle, là. Je suis vraiment en beau fusil, là, tu sais. Alors, évidemment, la culture, le parent pauvre, mais il y a d'argent pour les golfeurs de la PGA. J'en reviens juste pas, Richard. Écoute, on pourrait en parler 2 heures, on pourrait faire un autre segment là-dessus, et j'ai hâte de te lire si jamais tu écris là-dessus. Merci, Joseph. Et demain, c'est le nanar de tous les nanars, le Coppola Megalopolis qui sort en salle. Il faut qu'on se fasse un spécial là-dessus. Salut, à bientôt. Bye.